D'abord, je remercie M. Olivier d'avoir répondu favorablement à notre invitation et à sa présence dans notre stand que nous considérons un rendez-vous annuel, un espace, une vitrine de la région, mais aussi un espace d'échange, d'écoute et de débat sur plusieurs thématiques qui concernent aussi bien l'affaire culturelle que politique que économique. Pour nous, au Conseil régional de Rabat Salé Kenitra, nous considérons la tenue du Salon international du livre à Rabat. D'abord, c'est un point fort pour notre région et pour la capitale de notre région. Rabat, c'est la capitale du Maroc, oui, mais c'est aussi la capitale culturelle. Mais aussi une occasion pour les habitants de la région de s'approcher davantage au livre. Aussi bien pour les petits, c'est une occasion pour eux de voir le souk, si je me permets de le dire, du livre, comme le souk, tous les besoins domicile, et aussi une occasion pour les écrivains, pour les acteurs dans le champ économique, culturel, d'exposer leur point de vue, leur avis concernant plusieurs problématiques. Toujours, la question culturelle revient en premier lieu, mais en tant que gérant de l'espace du territoire, l'affaire culturelle nous concerne, et surtout notre conseil a mis en œuvre la question de la culture comme facteur de développement régional, comme facteur de mobilisation des compétences et surtout des jeunes pour participer davantage dans la vie et dans le quotidien du territoire, mais aussi un espace que nous accueillons durant les 3 jours et nous continuons à accueillir des acteurs culturels, des écrivains pour signer la sortie de leur nouveau ouvrage. Aujourd'hui, nous recevons M. Olivier Bitz, qui est membre du Sénat français. Sénat, c'est la chambre haute du Parlement français qui détient le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale. C'est le sénateur de l'Orne, qui fait partie de la Normandie, secrétaire de la Commission des lois constitutionnelles, de législation et d'administration générale, et les membres de la délégation sénatoriale aux Outre-mer et membre du groupe Union Centriste. Bienvenue à Rabat, capitale du Maroc et aussi capitale de notre région. Aussi, nous aurons avec nous Dr Mohamed Zidouh, qui est conseiller à la 2e chambre, président du groupe d'amitié Maroc et France, de notre conseil régional, et le président du groupe des conseillers istiqlaliens. Donc cet atelier, cette rencontre, va traiter en particulier les relations France-Maroc, surtout après le détournement historique et après la visite d'État du président de la France suite à l'invitation de Sa Majesté Mohamed VI, je glorifie, qui a donné un autre départ, malgré toute l'histoire qu'a reconnue le Maroc et la France, et sur tous les plans. Octobre dernier, c'était un jour historique. C'était une occasion, aussi bien pour la France que pour le Maroc, de revenir sur sur beaucoup de questions d'ordre politique, en particulier la marocanité du Sahara,
mais aussi comme partenaire premier sur tous les chantiers que connaît le Maroc sur son développement. Des visites aussi bien des membres du gouvernement, des parlementaires dont vous faites partie et dont ces idées ne cessent d'aller ici et là, mais aussi de la société civile, des hommes d'État, des hommes d'affaires, ce qui prouve qu'aujourd'hui, on est dans une, je pourrais dire, un état de développement, un état de fraternité et de travail de jour au jour pour rendre hommage à nos peuples qui sont très bien attachés et qui sont prêts à collaborer, à travailler et à aller à l'avant. Donc cette rencontre, je vais donner la parole d'abord à M. Zidou pour nous situer sur la situation des relations France-Maroc et préside le groupe d'amitié d'abord, parce qu'on ne peut pas faire autant qu'on veut si on n'est pas amis d'abord. Donc c'est un groupe très actif, très dynamique. Et puis je reviens vers vous pour poser vos idées et ouvrir un débat qui ne doit pas dépasser de toute façon toute la séance 17h, 17h15 au grand maximum. Donc, pour ne pas tarder, je donne la parole directement à Dr Mohamed Zidou. Merci, Monsieur le Président, honorable assistance, cher ami Olivier Bix, membre du groupe d'amitié France-Maroc et sénateur au Sénat français. Je voudrais d'abord, à cette occasion, rendre hommage au groupe d'amitié France-Maroc, présidé par mon ami Christian Cambon, pour l'effort et les efforts qu'il déploie pour maintenir cette relation à niveau maximum et pour son soutien continu sur nos problèmes, notre divergence qui a été posée pendant 3 années. Et par la même occasion, je rendrai hommage aussi au président du Sénat, M. Gérard Larcher, pour ce soutien continu pour notre souveraineté sur notre intégrité territoriale. J'en profite de cette occasion pour le faire en présence de mon ami et que ces hommages soient transmis aux concernés, chacun en son nom et chacun à sa position. Pour parler de la relation Maroc-France, j'ai profité de faire un rappel historique et extrêmement important. D'abord, c'est 11 siècles de relations diplomatiques entre la France et le Maroc. Et ceci, ce n'est pas anodin, mais c'est une relation profonde et ancienne. Donc, 10 siècles de relations diplomatiques. Et je voudrais commencer par une lettre qui a été écrite par Louis XVI au sultan Sidi Mohamed Ben Abdullah, lui annonçant quoi? Lui annonçant la naissance d'un prince royal français, et ceci le 22 octobre 1721. Vous voyez, c'est que cette relation d'amitié et amicale ne date pas d'aujourd'hui, mais il date quand même des siècles et des siècles. Et je reviendrai aussi sur certains faits historiques qui sont tellement importants. Et je commencerai par 1533, pour lequel François Ier a envoyé en tant qu'ambassadeur au Maroc le colonel Pierre de Biton auprès du sultan ou Tassin de Fès, Abou al-Abbas Ahmed Ben Mohamed. Vous savez, ça c'est le 15e siècle, cher Olivier, pour lequel le roi François Ier a envoyé l'ambassadeur auprès du sultan en 1533. C'est un événement extrêmement important. Et en 1777, il avait Henri III, qui était son fils, qui s'est accaparé le pouvoir et qui avait nommé un consul à Fès en 1577, M. Guillaume Bérard, et qui était aussi le médecin du sultan.
Et lorsque François Ier l'a rappelé pour d'autres missions, le sultan a demandé au roi à François Ier de le maintenir parce qu'il était en même temps son médecin personnel. Et pourquoi il était son médecin personnel? Parce qu'il a sauvé son fils, qui est le prince à l'époque héritier, qui était fatigué, et c'est lui qui l'avait sauvé. Donc, mais malgré ça, il y a d'autres personnes qui ont été nommées en dehors de Guillaume Gérard. Et le roi François a voulu retenir Guillaume Bérard pour d'autres services, mais il a été remplacé par M. Étienne Hubert, qui était le médecin attitré du roi, et l'autre qui était le représentant de la France auprès du sultan. Donc, c'est des faits historiques quand même qui sont assez proches. La première mission qui a été faite par le Maroc en France, c'était celle de Ahmed Ben Qasim en 1610 pour obtenir réparation contre les mauvais traitements infligés aux Morisques. Et à l'époque, il y avait la fuite des Morisques aussi bien en France qu'au Maroc, mais ils ont été infligés quand même par mauvais comportement et que le roi avait envoyé une mission demandant réclamation sur un tel comportement. Et évidemment, il y avait les premières ambassades officielles, c'était le XVIIe siècle, pour lequel Moulay Ismaïl avait d'excellentes relations avec Louis XIV, le roi Soleil. Et il a nommé en tant qu'ambassadeur Mohamed Tamim en 1682. Et François Bidon de Saint-Ouen qui a été envoyé en tant qu'ambassadeur auprès du Maroc. Ces relations, le sultan Moulay Slimane aussi et l'empereur Napoléon, il avait une relation particulière. Et c'est extrêmement important, c'est que là on commence à dépasser la Révolution française, et c'est que le roi empereur Napoléon Bonaparte avait une relation très personnelle avec le roi Moulay Slimane. Cette relation particulière témoigne par une lettre qui a été envoyée par Napoléon Bonaparte au sultan à l'époque. Et je voudrais bien vous la lire parce qu'il n'est pas long, mais qui a des messages extrêmement importants et de respect. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Et Mohammed est son prophète. Ça, c'est Napoléon Bonaparte qui écrit la lettre. Au nom de Dieu clément et miséricorde, au sultan du Maroc, serviteur de la Sainte Kasba, puissant parmi les rois, puissant parmi les rois, et fidèle observateur de la loi du vrai prophète. Nous profitons de retenir des pèlerins pour vous écrire cette lettre et vous faire connaître que nous leur avons donné toute l'assistance qui était en nous, parce que notre attention est de faire dans toutes les occasions ce qui peut vous convaincre de l'estime que nous avons pour vous. Nous vous recommandons, Majesté, en échange de bien traiter tous les Français qui sont dans vos États ou que le commerce pourrait y appeler. Parce que vous savez, à l'époque, les pèlerins pour aller faire leur pèlerinage, ce n'était pas aussi facile que maintenant. Donc on avait toujours besoin de l'assistance de certains pays. Et bien la France était là, prête, vue par sa puissance de la navigation, pour donner assistance à nos pèlerins. Et le roi, le Napoléon Bonaparte, a fait bon usage en envoyant cette lettre de respect et d'amitié et de défendre aussi les intérêts français au sein de la communauté marocaine. Évidemment, tous ces faits historiques, je ne vais pas rentrer, je m'arrête à ce stade parce qu'au-delà, c'est la colonisation, c'est le protectorat, et je pense que la majorité connaissent un petit peu les différentes étapes. Mais quelle est la conclusion d'abord de ces faits historiques? C'est que notre relation avec la France est une relation de 11 siècles. C'est une relation diplomatique, c'est une relation d'échange culturel, c'est une relation d'échange économique, et c'est une relation de respect de l'intégrité territoriale de chaque pays, et que le Maroc était présent pendant déjà 12 siècles avec
le sultan, avec les limites frontaliers et avec un gouvernement et une présence militaire, et une présence d'une administration, et une présence diplomatique, et une présence commerciale. Et ceci est tellement important pour voir que notre pays, il a de quoi être fier par son passé, parce que c'est un passé quand même qui est assez glorieux. Bon, évidemment, je rentre évidemment sur l'étape actuelle. Et qu'on peut parler maintenant, c'est une étape, après avoir connu les 3 années de difficultés, pour lequel le groupe d'amitié, et si j'ai rendu hommage aujourd'hui, c'est parce que pendant ces 3 années, où les relations étaient difficiles, le groupe d'amitié France-Maroc est resté fidèle à ses amis du Sénat, est resté fidèle à une collaboration profonde avec le Sénat et vice-versa. Plus que ça, il y a des choses que je vais vous raconter pour la première fois pour cette assise. C'est que j'étais en visite au Sénat français, en expliquant aussi, en demandant aussi, pour que la France ait le temps de changer sa position concernant la reconnaissance de notre intégrité territoriale. Certes, il ne faut pas oublier une chose, que la France a toujours été de l'autre côté. Il a été de l'autre côté parce qu'en 2007, le Maroc a proposé cette proposition d'autonomie sous la souveraineté marocaine, eh bien, la France a adhéré. Le premier pays qui a adhéré à cette proposition marocaine, eh bien, c'était la France sous la présidence de M. Larcher, que Dieu l'ait en son âme. Donc la France a été toujours aux côtés du Maroc. Et deuxièmement, le Maroc avait une vision nouvelle, c'est qu'on ne peut plus être dans ce brouillard. Soit on est pour la marocanité, pour la souveraineté du Maroc, soit on est dans une autre situation. Et pourquoi? Parce que la France est un pays qui connaît la réalité des faits historiques. Et comme j'ai dit à maintes reprises au Sénat, que les archives de Nantes et les archives de Quai d'Orsay peuvent en témoigner de la réalité des faits historiques, Pourquoi? Parce que vous savez, le traité de Paris de 1900 qui a été fait par un certain Xavier Capolani, et c'est lui qui a tout fait pour découper le Maroc et qui l'a rendu, qu'il a enlevé le Sahara oriental du Maroc et qui a enlevé une bonne partie en soutenant l'Espagne pour la zone du sud qui s'étend de Sidi Ifni jusqu'au fleuve de Sénégal. Donc, ce Xavier Capolani est enterré en Mauritanie parce que c'est lui qui a créé la Mauritanie en même temps. Et le traité de 1900 a été adopté sur une telle réalité historique, une telle réalité frontalière. Et c'est pour ça qu'on a tout fait pour que l'histoire qui est archivée à Nantes puisse revenir à la population, au monde politique, pour connaître la réalité de nos demandes, qui sont des demandes réglementaires et réglementées par des faits historiques. Et c'est pour ça, avec le soutien de nos amis du groupe d'amitié France-Maroc, avec le soutien du président de Sénat qui est le président Gérard Larcher, et avec qui on a fait une lettre qui a été adressée, où j'étais présent, signée par 100 sénateurs, qui a été adressée au président de la République française, lui demandant que la position française doit changer pour la reconnaissance de la souveraineté marocaine. Et en même temps, le président Gérard Larcher a envoyé une lettre en tant que président d'une institution qui est la deuxième force politique et qui est la deuxième personnalité après le chef du gouvernement, demandant au président de la République française de revoir sa position de la France pour la reconnaissance de la souveraineté marocaine. Et c'était un acquis du Sénat. Et c'est pour ça qu'on a tout fait pour maintenir cette relation au top niveau, pour garder d'abord nos amis et nos acquis avec le Sénat et français. Et c'est pour ça que j'ai rendu hommage aujourd'hui, aussi bien au groupe d'amitié France-Maroc qu'au président Gérard Larcher. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'un partenariat d'exception renforcé. Cet partenariat, la relation entre la France et le Maroc a été élevée au rang d'un partenariat d'exception renforcé. À l'occasion de la visite d'État au Maroc qu'a effectué le président de la République Emmanuel Macron le 28, 29, 30 octobre 2024 à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, 3 grands objectifs ont été exprimés. D'abord, la reconnaissance de la souveraineté marocaine. Le président de la République française
a soutenu la souveraineté marocaine, non seulement en la reconnaissant, mais il s'est engagé à investir économiquement et culturellement dans le Sahara marocain. Et qu'il sera notre porte-parole au sein de l'Union européenne. Et qu'il pourra être aussi notre porte-parole au sein du Conseil de sécurité. Donc aujourd'hui, la reconnaissance marocaine de la France sur la souveraineté marocaine n'est pas uniquement une reconnaissance politique, mais c'est une reconnaissance politique, une reconnaissance économique et une reconnaissance culturelle. Donc c'est pour ça que l'impact de cette position de la France, il faut la prendre à sa valeur et à sa grandeur, parce que c'est une position qui témoigne réellement de l'attachement de cette fraternité historique qui existe entre la France et le Maroc. Donc ce partenariat qui est d'exception renforcé avait vocation à être mis en œuvre dans le champ d'application territorial le plus large possible, à la lumière de la position française exprimée à l'occasion du 25e anniversaire de la session du trône de Sa Majesté, dans lequel le président de la République française a souligné. Et là, on le refrain, je le dirai parce qu'il est tellement bien fait et bien dit que je ne peux que le reciter et le redire. Je considère que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Pour la France, l'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant. Pour la France, celui-ci constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un geste fort et symbole qui ouvre des nouvelles perspectives dans les relations entre les deux pays, dans les domaines clés, dans dans la sécurité, l'énergie, l'éducation et la culture, et de raviver une relation longtemps marquée par des divergences. 22 accords de coopération ont été signés entre le Royaume du Maroc et la République française dans le domaine varié, allant de la sécurité et la gestion hydrique, en passant par l'éducation et l'agriculture. Ces accords visent à renforcer des liens économiques entre les deux pays et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les entreprises marocaines et françaises. Mesdames et messieurs, honorable assistance, aujourd'hui, le groupe d'amitié a accompli un rôle extrêmement important. Est-ce que notre mission a été terminée? Pas du tout. Est-ce qu'on est à un début d'un nouveau changement? Et en effet, est-ce qu'il y a aussi des chemins à faire et à bâtir avec le groupe d'amitié français? Eh bien oui. Et c'est ça l'avantage d'un groupe d'amitié. Je vous fais référence à l'intervention de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le garde et le préserve, à l'ouverture du Parlement. Parlant de la diplomatie parallèle, et il a axé essentiellement son discours sur les groupes d'amitié, sur les relations diplomatiques des partis politiques, des syndicats, de la société civile. Aujourd'hui, on est dans cette vision royale que notre groupe doit agir en continu pour être là au moment le plus important, d'aller même chercher et dénicher les gens qui ont encore un doute sur la marocanité du Maroc, la marocanité du Sahara, pour aller les convaincre et ne pas les considérer comme des ennemis, mais c'est des gens qui ont des positions que je peux considérer par ignorance historique ou bien par ignorance politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon déplacement le prochain en France, c'est pour rencontrer nos amis socialistes et l'extrême gauche, pour leur dire aujourd'hui des faits réels, des faits historiques sur notre marocanité, la marocanité de notre Sahara, en se basant évidemment sur des faits qui sont déjà prescrits et inscrits. Mais toujours est-il, parfois les intérêts sont cruels. Parfois les intérêts sont cruels, ils poussent ces pays, ils poussent certains en politique à avoir des positions qui sont figées.
Mais Dieu merci que la majorité de la classe politique française a toujours été avec nous concernant la marocanité dans notre territoire qui est le Sahara marocain, et qu'aujourd'hui notre groupe va aller au-delà pour aller dénicher ces gens qui ont des positions assez dures sur notre marocanité et sur le développement que connaît le Maroc au sein du Sahara marocain. Et c'est pour ça que j'ai amené à 2 reprises 2 délégations de sénateurs de toutes tendances confondues qui ont visité l'Ayoun et ont visité Dakhla. Comment ces 2 villes ont pu émerger économiquement, socialement, dans les infrastructures, dans les autoroutes qui lient l'Ayoun à Agadir, dans l'énergie renouvelable, dans les stations de dessalement, dans les bibliothèques, dans la création, monsieur le sénateur, du groupe scolaire de la mission française à l'Ayoun et à Dakhla, pour lequel on a eu l'avantage de donner un coup d'envoi en présence du président Larcher de cette mission, et qu'on a fait un pacte de partenariat pour que cette bibliothèque qui existe à l'Ayoun, qui soit dotée d'une documentation française et relate l'histoire entre nos 2 pays, et ça sera aussi un symbole pour lequel la francophonie joue son rôle, et que la langue française prenne aussi sa place à la zone au Sahara marocain, et que la France va expliquer aussi pourquoi ces relations, et que elle-même, le Sahara marocain, avec sa culture hassani, puisse se mettre au devant de la scène culturelle pour aller même au Sénat montrer la culture hassani qui constitue le Maroc dans sa diversité. On est dans un modèle de diversification aussi bien culturel que religieux, et c'est pour ça qu'on a un commandant des croyants qui est Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Cette particularité qu'a le Maroc de ce modèle de la diversité reste authentique au Maroc et à la monarchie, car le symbole de commandant de croyants est le symbole de la diversité culturelle. On a 12 régions, et chaque région est particulière par sa culture, par sa gastronomie, par sa vision, par son habillement, même par son physique, constitue une diversité aussi à l'intérieur de notre pays. Donc, avant de conclure, je voudrais d'abord vous dire que le groupe d'amitié joue un rôle de sensibilisation et de diplomatie de pointe, sans prétendre être toujours dans la même vision de celle de la diplomatie officielle qui est le ministère des Affaires étrangères. On a toujours été uniquement une diplomatie d'appoint, en parfaite symbiose avec le ministère des Affaires étrangères, pour lequel elle reste le porte-parole de notre politique étrangère, de notre pays, et on doit être en parfaite complémentarité et jamais en parfaite divergence, car c'est l'unification de notre opposition qui nous donne cette force. Aujourd'hui, l'avenir, et avec ça je vais conclure, avec la France, en Afrique, monsieur le sénateur, est extrêmement important. Et pour la simple raison qu'aujourd'hui, la France, le Maroc, est le premier investisseur africain en Afrique. Et que le Maroc, aujourd'hui, participe au développement de plusieurs pays africains, sur le plan de l'agriculture, sur le plan des infrastructures, sur le plan des barrages, sur le plan aussi de l'industrie et de la réalisation des zones industrielles, pour lequel ouvre une opportunité au développement de ces pays. Par conséquent, une politique attractive dans ces pays qui pourra diminuer ce flux migratoire dont l'Europe souffre, et aussi le Maroc est devenu une terre de migration, et qu'on doit participer au développement de ces pays aux côtés de la France, parce que la France est redevable à l'Afrique aussi, et les responsables de son développement, on doit participer aux côtés de la France pour le développement de nos pays africains, pour essayer que le niveau de vie, socialement, économiquement, puisse atteindre à un niveau pour lequel il sera beaucoup plus attractif que leur migration. Je vous remercie encore une fois à l'assistance et à l'honorable assistance. Je remercie monsieur le sénateur pour son déplacement et d'avoir accepté notre invitation. Je remercie monsieur Aziz Bilali, le vice-président du conseil régional, d'avoir présidé cette conférence, que j'estime une conférence quand même qui a un reflet historique et un reflet d'amitié
et une sincérité entre les deux pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci et grand merci aussi bien pour vous, en tant que nationaliste, en tant que membre aussi bien de notre conseil, qui a pris cette question d'histoire qui nous réunit avec la France. L'histoire qui revient, comme vous avez dit, à 11 siècles. Donc il y a des pays qui sont à côté de nous. Alors, je sais combien ils ont d'années d'histoire. Donc rien que la relation France-Maroc a fait déjà 11 siècles. Donc merci à ce récit qui nous a permis de voir les grands points forts de notre relation avec la France, mais surtout merci au groupe d'amitié que je connais très bien la tâche qui était très lourde sur des députés qui font partie aussi bien de la majorité que de l'opposition et qui ont pu faire avancer et revenir à nos meilleurs jours avec la France. Et comme ce que vous avez terminé avec, la relation France-Maroc vers l'Afrique qui attend beaucoup et énormément du Maroc. Le Maroc a très bien investi sur l'Afrique. La France, la même chose, mais les choses changent. Les forces vont avec la mondialisation, avec tout ce qui se passe sur le monde politique, aussi bien Afrique, reste du monde, qu'à l'intérieur de l'Afrique. Donc c'est un travail très important qui a donné ses fruits et sur lequel nous comptons à améliorer, à faire évoluer les choses et surtout à maintenir cette mobilisation aussi bien sur le corps officiel, gouvernement, députés et reste, mais aussi de la société civile et des citoyens. Donc je reviens vers vous pour vous remercier encore une fois pour le déplacement que vous avez fait pour honorer notre stand et enrichir notre débat qui ne cesse de se passer dans ce petit stand, mais qui a touché beaucoup d'affaires, aussi bien sur le plan culturel et économique. Et pour moi, la France, c'est deux grands, en plus de l'histoire et tout ce qu'a dit c'est Mohamed, c'est le volet. Monsieur Zidou, au Sénat, et le président Makambo m'a d'abord chargé de vous transmettre un message d'amitié et un message de reconnaissance. Reconnaissance par rapport à tout le travail que vous avez accompli. Franco-marocaine, d'abord, effectivement, que nous nous inscrivons dans 11 siècles d'histoire. Et dans une relation qui dure 11 siècles, il y a des moments formidables et il y a des moments qui le sont un peu moins. Et nous sommes à nouveau rentrés dans une période qui s'annonce formidable. Nous nous inscrivons dans une trajectoire et qui est d'abord une trajectoire d'amitié. Je dirais aussi que j'ai appris cet après-midi, grâce à vous, Charles Mohamed, l'importance du rôle joué par les médecins dans cette relation franco-marocaine. Et je vois effectivement qu'encore aujourd'hui, les médecins jouent un rôle particulièrement important pour permettre à cette relation de s'épanouir et en tout cas de l'avoir soignée. Et cette relation avait besoin d'être soignée parce que nous le savons tous ici, nous avons connu une période de froid, de rafraîchissement. Nous allons nous dire, mais dans cette période-là, vous l'avez dit, ce qui a été essentiel, c'est de conserver cette relation d'amitié entre les groupes, à la fois de la Chambre des conseillers et du Sénat. Et je crois que le grand public ne soupçonne pas, on va dire, l'importance de ces groupes d'amitié pour justement veiller à ce que, lorsque les relations sont un peu plus compliquées, de veiller à ce que la relation reste fluide et en tout cas que nous puissions repartir à un moment donné sur un autre pied. Et
il faut bien voir qu'en 2023, finalement, la seule délégation française qui a été reçue officiellement au Maroc a été la délégation qui est du Sénat France-Maroc, et vous avez joué, cher Dr Zidou, un rôle essentiel. C'était la seule à avoir été reçue et à avoir été reçue à très haut niveau, et notamment par M. Baraka, qui est ministre de l'équipement et de l'eau et secrétaire général du parti Istiqlal. Donc on voit bien, on va dire, l'importance, y compris lorsqu'il y avait ces refroidissements, on va dire, de maintenir une relation, et de maintenir cette relation d'abord parce qu'il y a une relation de confiance entre les deux présidents de groupe qui savent qu'au-delà des péripéties du moment, nous nous inscrivons dans ces 11 siècles de trajectoire, et c'est ça qu'il ne faut jamais perdre de vue. En tout cas, le président Cambon m'a chargé vraiment de vous remercier pour le rôle actif que vous avez joué pendant cette période et que vous continuez d'ailleurs de jouer. Ce n'est pas sur le sujet qui était à cause, on va dire, de la difficulté sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Le Sénat français et son groupe d'amitié France-Maroc a joué un rôle tout à fait essentiel, puisque le groupe d'amitié s'est lui-même prononcé de longue date sur une question qui nous apparaissait, on va dire, absolument claire, mais surtout, nous avons réussi, avec le président Larcher, on va dire, peut-être à contribuer, il ne faut pas être trop prétentieux, mais à contribuer à faire bouger les lignes. Le président Larcher qui s'est rendu lui-même au Maroc il y a quelques semaines, et il me disait effectivement l'honneur avec lequel il avait été reçu et la considération avec laquelle il avait été reçu. Alors, monsieur le vice-président, vous avez du mal à situer l'Orne, le département de l'Orne, mais sachez que c'est le département d'origine du président Larcher, et que je suis sénateur du département d'origine où Larcher a grandi, et où son père a été maire d'une commune à côté de Bagnoles de l'Orne. Le président Larcher aujourd'hui est élu dans les Yvelines, mais ses origines familiales se trouvent dans l'Orne, le département que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui dans la Chambre haute. Et ça a été dit, le président du Sénat en France, c'est le deuxième personnage de l'État. En termes de protocolaire, il intervient avant le Sénat prend sa plume pour écrire au président de la République. Évidemment que c'est un point qui est important, et c'est ce que le président Larcher a fait au mois de février dernier pour demander au président de clarifier les positionnements et d'affirmer sans ambiguïté, on va dire, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et c'est vrai que depuis cette lettre du 30 juillet 2024 envoyée par le président Macron à Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est vrai que ça a débloqué un certain nombre de choses, et nous sommes revenus à une relation qui n'aurait jamais dû être créée au final, si évidemment les choses avaient été annoncées de manière claire par la France depuis plus longtemps. En tout cas, nous sommes absolument ravis autour à cette relation qui a déclenché, je l'ai indiqué, le déplacement du président Larcher, absolument décisive. Nous avons touché un nouveau des relations franco-marocaines, et évidemment nous en sommes tous heureux, avec notamment la visite du sénateur à Darla, ce qui est même riche en signification. Alors, pour ce qui me concerne, j'étais à Darla il y a déjà une dizaine d'années, évidemment, parce qu'on ne devient pas... voilà. La diversité du territoire marocain et des enjeux évidemment géostratégiques, géopolitiques qui se jouent dans cette partie de l'Afrique. Pour le Maroc, évidemment, j'ai envie de dire, c'est au-delà. On va dire c'est un enjeu pour la stabilité de l'ensemble du continent, de cette partie du continent africain. Alors depuis cette précision, cette clarification du 30 juillet dernier, nos relations vont mieux, et moi je suis particulièrement heureux d'avoir d'abord pu
suis allé saluer le stand de Marocains au Salon de l'Agriculture, puisque le Maroc était invité au Salon de l'Agriculture il y a quelques mois. C'était d'ailleurs un stand absolument magnifique. Mais aussi l'honneur que vous nous avez fait, que vous avez fait à la France, d'être invité au Festival du Livre de Paris, pas plus tard que la semaine dernière, où la ministre de la Culture, Rachida Dati, accueillait au Grand Palais son homologue marocain Mohamed Ben Saïd. Et évidemment, cher Mohamed, vous étiez de la partie, comme toujours, lorsque les relations franco-marocaines sont en jeu. Et vous étiez là quand ça allait moyennement bien. Donc, un festival du livre, par rappeler, s'il en était besoin, encore que quatre écrivains marocains se sont vus décerner le prix Goncourt, qui est le prix le plus important de la littérature française. Et c'est évidemment l'illustration du talent immense de ces quatre auteurs, mais c'est aussi la reconnaissance pour la promotion de la francophonie à travers l'écriture. Donc, évidemment que nous nous sentons bien au Maroc, à Rabat et au Festival du Livre en particulier. En tout cas, un grand merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Manifestation à caractère culturel, économique, agrégé. La ville qui va abriter entre autres la Coupe d'Afrique bientôt, avec 4 terrains standards olympiques, et en 2030 on va abriter une partie de la Coupe du Monde avec un grand stade pour abriter au moins une demi-finale. Donc voilà, j'ai voulu juste vous donner une petite présentation de la région, donner peut-être à Si Mohamed un petit commentaire sur ce qui a été dit pour permettre à la présence, s'il y a une demande d'éclaircissement de quelques points ou une participation, vous serez la bienvenue. Que le président Gérard Larcher, lorsque je l'ai accompagné à Lyon, il a fait une intervention qui était remarquable dans la mesure où il a dit que la position de la France n'est pas une position de gouvernement, mais c'est une position d'État. Une position d'État, comme la France, pays démocratique, pays de l'histoire, de la démocratie, c'est une position qui est stable et qui ne peut à aucun moment être modifiée. Ça, c'est un point extrêmement important. Et deuxièmement, en me recevant M. Gérard Larcher dans son bureau, le bureau de Bonaparte, il y avait une photo magnifique de Charles de Gaulle. Et j'avais interpellé le président, je lui ai dit, Monsieur le Président, cette photo est magnifique, mais vous savez qu'en s'adressant Charles de Gaulle à Sa Majesté, au feu Sa Majesté Mohamed V, il s'est toujours adressé en lui disant « Mon compagnon de libération ». Mon compagnon de libération voulait dire que le Maroc a participé aux côtés des Français pour leur intégrité territoriale et pour leur indépendance. Et c'est avec ces mêmes termes que j'ai interpellé M. le Président et je lui ai dit que dans cette même vision que le Maroc avait fait avec la France, je voudrais, vous, M. le Président, être du côté du Maroc pour notre intégrité territoriale. Et pourquoi? Sur 2 points et je termine. C'est que la géographie est cruelle et on n'a pas choisi notre géographie. Mais on a des riverains qui ne sont pas demandeurs de territoire, mais ils sont pourvoyants de fonds pour une milice, pour créer une déstabilisation dans la région. 1. Et 2, si c'était un pays demandeur de terrain, de territoire, on pourra être positionné d'une réclamation d'un 2 pays qui réclament un territoire. Donc aujourd'hui, nos riverains ne sont ni demandeurs d'un terrain ou bien d'une récupération territoriale, mais sont uniquement là pour déstabiliser une région et qui n'est pas dans l'intérêt même de nos riverains. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si le Maroc s'est présuni d'une force pour maintenir ses frontières et abriter beaucoup de moyens pour essayer de sécuriser son pays et notre pays,
Pour la simple raison parce que ces milices qui ont été pendant 50 ans financées par nos riverains, ils sont devenus aujourd'hui une terre fertile de recrutement du Wagner et de l'Iran et qui participent à l'instabilité de la région du Sahel et qui peuvent être aussi à l'instabilité de l'Europe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que l'Europe est devenue sensible. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, 25 pays sur 27 au Parlement européen, sont pour la marocanité du Maroc. Et c'est pour ça qu'on estime que la diplomatie marocaine a réussi à faire comprendre au monde que l'intérêt se trouvait ailleurs et non pas du côté de nos riverains. Qui a concilié entre la politique et l'histoire. Et en fait, notre partenariat coopération Maroc-France, en fait, partenariat d'exception renforcé, vous l'avez dit, monsieur le conseiller, c'est à 3 dimensions, reconnaissance culturelle, économique et politique. Je retiens qu'aujourd'hui on est dans la reconnaissance culturelle. Notre présence dans le Maroc invité dans le pays d'honneur dans le Salon du Livre de Paris témoigne cette reconnaissance. Et aujourd'hui, par coïncidence, l'inauguration du Salon de l'agriculture, la France est le pays d'honneur. Donc là, on est dans cette reconnaissance et notre coopération, on est dans le présent et le futur d'une bonne relation Maroc-France. Je continue par dire qu'aujourd'hui matin, on était dans la coopération, on avait une conférence sur la coopération Maroc-Afrique. Et en fait, en mon intervention, j'ai dit que je suis fière de débattre cette problématique dans le centre du Salon du Livre, parce que ce sont des problématiques à un certain moment qui ne sont pas débattues dans les salons. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans le centre de salon du Rabat, le conseil Rabat Sali Kenitra, on débat des questions pareilles. Maintenant, je cherche un mot plus fort pour dire parce que je retiens qu'au-delà de la relation Maroc-Afrique, Maroc-France, j'ai retenu qu'il faut Maroc-France vers l'Afrique. Et je vous remercie. Merci encore, monsieur le sénateur, de nous avoir honorés. Merci, monsieur le conseiller, pour toutes les informations fournies. Je vous remercie. Mais faire cette rencontre, c'est un objectif très louable, parce que tout un travail qui est fait, mais qui reste dans l'ombre, et de porter tout l'appui aux parlementaires avec leur volonté, et ça je dois saluer la conviction, la motivation des deux présidents, le docteur Zido autant que M. Corban, parce que grâce à leur volonté immuable, il y a bien des rochers qui ont été bougés, surtout quand je me rappelle qu'en 2023 qu'on a eu du mal quand même on a pu recevoir la délégation du groupe d'amitié en dépit des divergences. Et ça a été bien sûr un long processus de négociation et de rapprochement d'avis et d'opinions entre les deux parties. Et ça s'est couronné bien sûr avec la visite mémorable du président Larcher. Donc je souhaite réitérer mes remerciements à la région, à monsieur le vice-président bien sûr, et également aux sénateurs. On a eu l'occasion d'en parler, ça fait 2017 qu'il est venu, je crois qu'il va pouvoir répondre à madame sur son opinion sur Rabat et tous les développements. Et bien sûr, je ne peux pas terminer sans remercier mon président pour tout le travail qu'il fait pour la consolidation de la relation Maroc-France. Et je vous remercie. Merci infiniment. La capacité d'organiser les événements qui vont se dérouler sur son sol. Parce qu'on sent bien qu'il y a une véritable mobilisation de l'ensemble du pays sur ces objectifs-là. Je ne sais pas si vous m'entendez, ça résonne un peu. Donc je ne doute pas ces événements et vous savez aussi pouvoir compter sur des soutiens, parce que lorsqu'on organise des événements aussi importants, et en général il n'y a pas la mémoire dans le pays, quel que soit, parce que ces événements-là on les organise une fois tous les 30 ans ou 40 ans. Donc pour le pays qui les reçoit, c'est toujours une première. Et donc il est important, on va dire, de pouvoir effectivement s'appuyer sur d'autres pays qui ont eu l'expérience, on va dire, de l'organisation de ces grands événements. Vous savez que la France a été marquée
par l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de l'année dernière à Paris. Et je peux vous dire que dans le pays, avant que ça lance, tout le monde avait peur. On avait peur des questions d'organisation, d'accueil, des questions de sécurité, et beaucoup de Français doutaient des capacités de la France à organiser correctement les Jeux Olympiques de Paris. Et je crois pouvoir dire maintenant avec le recul que ça a été un grand succès. Un grand succès évidemment pour les sportifs, mais un grand succès d'organisation, et les défis ont été relevés. Donc oui, c'est normal toujours avant d'organiser un grand événement qu'on n'a pas, des grands événements qu'on n'a pas l'habitude d'organiser, de douter, mais la mobilisation de tous fait qu'on peut y arriver. Et moi je ne doute pas que le Maroc y arrivera. Sur la question des échanges de la jeunesse, je pense que c'est une question fondamentale parce que c'est évidemment dans les jeunes années qu'on est le plus ouvert à la découverte, à la compréhension, et à l'apprentissage, on va dire, de cultures qui peuvent être différentes. Donc, moi je crois beaucoup à ces échanges. Et si je fais une petite comparaison de ce qui s'est passé au niveau de la construction de l'Union européenne avec le programme Erasmus, ce programme Erasmus qui permet des échanges d'étudiants entre pays européens, je peux vous dire que le programme Erasmus a davantage, sans aucun doute, contribué à forger un état d'esprit européen que des milliards de subventions qui ont pu être données. Donc moi je crois beaucoup, au-delà des partenariats économiques, qui sont importants, très importants, mais au-delà de ça, il faut travailler effectivement sur des échanges, et notamment en direction de la jeunesse, pour développer encore cette compréhension mutuelle. Après, est-ce que les Français connaissent bien le Maroc? On ne connaît jamais assez bien, on va dire, même ses amis. Et donc, je crois qu'effectivement, il faut manifestement que nous allions encore dans le sens-là, et avec cette idée de réciprocité, parce que les uns et les autres, nous avons beaucoup à apprendre mutuellement. En tout cas, voilà, moi, lorsqu'on voit la manière dont l'état d'esprit européen, cette idée de partage d'une ambition commune et de conscience de ses intérêts propres, on va dire que ces échanges sont absolument fondamentaux. Je vais répondre à madame en arabe, je traduirai par la suite. Bon. أولا المغرب بلد ديال التحديات، ومنين حطينا الملف ديالنا باش ناخدو تشريف باش نديرو كأس العالم، خديناها وحنا عندنا ماشي أول مرة. استعرض بأنه المغرب حط عدة مرات ملفات وكان تيوجد راسو لهاد التظاهرة اللي غادي تكون التظاهرة 2030 اللي غادي تكون هي ما لا شك غتكون فيه ناجحة، لأنه هذا إرادة أولا ملكية، وإرادة ديال الأمة المغربية، وإرادة كذلك ديال الناس اللي معانا من خارطين التظاهرة هي بإسبانيا والبرتغال. وأنت كتشوفي اليوم باش نكونوا واضحين، في 20 سنة المغرب تغير. المغرب ديال هذه ما قبل 20 سنة ماشي هو المغرب ديال اليوم من ناحية البنية التحتية، من ناحية تنظيم المدن، من ناحية البيئة، من ناحية تحديد المياه، واحد عدد الأمور عفوا المغرب اليوم تطورات ما يمكنش ينكرها شي واحد. بطبيعة الحال واش تعمل كل شيء؟ لا، بطبيعة الحال حتى شي ديروا واش ما كاين إمكانيات ديال التطور؟ معلوم كاين إمكانيات ديال التطور. واش كاين إمكانية غادي نكونوا في الوقت 2003؟ بطبيعة الحال هذا التزام الدولة أمام العالم، ولا ما احترمش هذا الالتزام راه كتولي مثل كرامة الدولة. وما كنعتبرش بأن أي مسؤول اللي عنده محبة لهذا البلد واللي عنده محبة لهذا الشعب ما يكونش في هذا المستوى باش يمكننا نوصلوا للنتيجة والالتزامات اللي قمنا بها أمام الأفريقيين. Par rapport à notre ami sur la France connaît mieux le Maroc, nous on connaît mieux les Français que suite à je me rappelle de ce proverbe qui a été dit par Sa Majesté le Roi, que Dieu ait son âme. Bon, évidemment, je pense que les Marocains connaissent mieux les Français. Et pour la simple raison,
c'est que la proximité et qu'en plus de ça, il y a eu quand même pendant cette période de protectorat pour lequel on s'est habitué, on avait une vie partagée avec ces gens-là, avec les Français pour lesquels on commence à connaître. Est-ce qu'on connaît leur culture? Probablement. Est-ce qu'eux connaissent notre culture? Il y a des gens de la culture qui le connaissent. M. Mauriac, par exemple, si vous lui posez une question sur l'histoire du Maroc, il la connaît depuis le 2e siècle, parce que le Maroc existe exactement à partir de 600 après l'islam. Et il est là, il est présent pendant plus de 14 siècles. Donc évidemment, les gens de la culture connaissent la réalité. Maintenant, il ne faut pas reprocher à la France de ne pas nous connaître. Il faut reprocher à nous-mêmes pourquoi la France ne nous reconnaît pas. Et ça, c'est le rôle des partis politiques, c'est le rôle des syndicats, c'est le rôle de la société civile, c'est le rôle des journalistes, c'est le rôle des gens de la culture, c'est les gens des associations. C'est eux qui doivent aller et faire des conférences à l'échelon international en France pour comprendre, faire comprendre l'historique du Maroc. Vous ne pouvez pas imposer à un pays, est-ce qu'il connaît notre histoire de A à Z? Ils peuvent la connaître une partie, ils peuvent la connaître en totalité, mais c'est à nous de faire ce rôle. Et aujourd'hui, il est sous notre responsabilité, devant la grandeur de notre pays, et lorsque je parle de la grandeur, c'est la grandeur historique, et c'est la grandeur culturelle, et la grandeur commerciale. Vous savez, à partir du 7e siècle, le Maroc était déjà en partenariat avec les Anglais. Et donc, il y a des choses que les gens ne connaissent pas à l'histoire. Est-ce que vous savez que le Maroc âgé et l'Andalousie, pendant 2 siècles, il est arrivé jusqu'à Poitiers. Il est arrivé jusqu'à Lyon, en 781. Une bonne partie de la France ne connaît pas ce qu'il a fait le Maroc, quand est-ce qu'il est rentré à Poitiers, quand est-ce qu'il est rentré à Lyon, en 781. Les Espagnols le connaissent, mais les historiens, parce qu'on a géré l'Espagne, on a géré l'Andalousie pendant 2 siècles. Donc aujourd'hui, notre patrimoine historique ne doit pas nous appartenir uniquement à nous, mais doit appartenir au monde entier et particulièrement avec la France.